Gandhiji, Bapu ou Bapuji, ou le père du pays. Bapu veut dire le père, et tout le monde appelait Gandhi, Gandhi Bapu, ou simplement Bapu, ou même Bapuji veut dire respect, ou Gandhiji veut dire respect de Gandhi. Mon père, il avait l'habitude d'appeler Gandhi, Gandhiji. J'étais en train de penser que mon père, qui était tellement influencé par Gandhi dans sa petite enfance, ou plutôt quand il était adolescent, et il avait décidé dans son fort intérieur de travailler que pour Gandhi et pour l'indépendance de l'Inde. Alors que mon grand-père, mes oncles et les autres avaient sacrifié quelque part leur vie en donnant toute somme d'argent que mon père puisse finir des études et plus tard pourrait être un des membres de la famille qui pourrait gagner pour tout le monde. Alors le jour J, quand mon père avait fini ses études, être bachelier avec économie, et quand il a annoncé qu'il ne va pas travailler pour gagner de l'argent, mais il va devenir un soldat de non-violence dans l'armée de Gandhi, un grand choc dans la famille. Et pourtant, mon père avait pu convaincre son père et ses frères qui ont compris cette aspiration vers l'indépendance de l'Inde. Et l'indépendance de l'Inde était vraiment une nécessité profonde pour chaque individu qui habitait la terre de l'Inde. Et pourtant, le peuple en général ne s'inquiétait pas. Ils avaient eu des rois et des maharajas. Maintenant, il y a soi-disant des Britanniques. Bon, ça n'a rien changé depuis centaines et des milliers d'années. Et ça ne changerait jamais, c'était ça, leurs attitudes. Mon père a décidé de travailler. Il a demandé, alors un des assistants de Gandhi lui a dit « Ok, on va vous prendre, mais quand même, vous avez une petite famille, vous allez avoir besoin de quelque chose pour maintenir votre vie. » Alors, mon père a calculé, a demandé oui, 30 roupies ou 40 roupies, veut dire 50 centimes par mois, comme salaire qu'il a réclamé. Mes oncles étaient choqués en disant que oui, avec ça, presque une demi-famille ou même pas tout seul, tu vas pouvoir vivre. Mais ce n'est pas grave, c'est ton idée de base. Et mon père avait décidé d'envoyer à peu près 20 roupies pour la famille et 20 roupies pour lui pour vivre. Une fois cette histoire faite, il va dans un village, comme il a été conseillé. Il voit le responsable qui s'appelait Babulbhai Mehta. Babulbhai Mehta était aussi un Gandhien, vraiment fait pour l'armée non violente. Alors les deux discutent. Les deux étaient des brahmines, des brahmanes. Quelque part, système de caste, il faut se débarrasser. Et pourtant, les deux se rencontrent. Après quelques jours, comment avoir les soldats? Comment préparer les paysans, les gens du village pour devenir des soldats de non-violence? Ça semblait difficile. Sans même parler à Babulbhai, mon père a écrit une longue lettre de 30 pages à Gandhi
en décrivant que les paysans étaient ignorants, les paysans étaient sales, le village était très sale. Et partout où vous allez, il n'y a que la poussière, il n'y a que de saleté. L'hygiène était nulle part. Et tout cela dans une longue lettre de 30 pages qui est arrivée chez Gandhi. D'habitude, à cette époque-là, dans les années 1940, 39, 40, 41, on avait l'habitude d'écrire les lettres. En réalité, on réfléchissait, puis on écrivait, puis on recopiait, puis on recorrigeait, puis on réécrivait, et puis on postait. Et la lettre prenait d'habitude 2 jours, 3 jours, 1 semaine pour arriver, même si ça pourrait être de petites distances. Et bien sûr, la lettre était partie. Mais dans moins d'1 semaine, il y a eu une réponse. Une petite carte postale de la part de Gandhi lui-même, où Gandhi avait simplement écrit « Prenez un balai et nettoyez. Gandhi ». Mon père, tout content de recevoir la lettre de la part de Gandhi lui-même, et en même temps, prenez un balai et nettoyez. Mais la joie, d'un côté, avoir un contact direct avec Gandhi, et en même temps, que faire? Prendre un balai, comment faire? Mais il avait l'âge d'un jeune homme avec tout enthousiasme, et Gandhi était le bon Dieu incarné sur la terre. Et c'est lui qui m'a dit, certainement, c'est grâce à ce balai, il va pouvoir créer une armée non violente. C'est ce qu'il a pensé. Et il a commencé à nettoyer avec beaucoup d'enthousiasme. Il a essayé d'influencer les autres. Mais dans un mois, dans le langage moderne, je dirais qu'il a encore eu une sorte de blues. Hein. Il était un peu déprimé de nouveau. Et de nouveau, il a pris sa plume pour écrire une belle lettre à Gandhi. Peut-être elle n'était pas aussi longue que la première, mais quand même en disant « Oui, le village commence à être propre. On commence à parler entre nous. Mais l'idée de l'indépendance ou l'idée d'une armée non violente n'a aucun sens pour ces gens du village complètement illettrés qui ne s'intéressent pas. Oui, ils savent compter peut-être jusqu'à quelque chose, jusqu'à une petite centaine. Ils savent troquer les vaches contre un chameau et des choses comme ça, mais l'éducation ou une école n'est pas de l'ordre du jour ici, il semble. Gandhi, de nouveau, a répondu à toute urgence, alors commençait à enseigner. Alors, mon père, qui avait fait des études, il est un économiste, vous voulez, même être, selon mes oncles, un conseiller de ministre de quelque chose pour calculer, pour aider l'État. Et de là, il faut qu'il devienne un petit enseignant avec des paysans de tous les âges en même temps, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes et tout ça. Voilà, c'est comme ça qu'il commence l'éducation. C'est vrai que je vous raconte par rapport à Gandhi les expériences de mon père, mais j'ai envie de vous raconter plutôt le système éducatif que Gandhi a voulu répandre pour tout l'Inde. Mais en même temps, l'historique est nécessaire. Et à vrai dire, j'ai eu le courage de parler de Gandhi et de mon père seulement il y a à peu près 20aine d'années. C'était en Italie, à côté de Rome. On était plusieurs orateurs venus de plusieurs pays, dont
arrière-petite-fille de Gandhi était là, dans cette rencontre. Il y avait aussi un Américain. Et puis, il y avait beaucoup d'autres. Bien sûr, moi j'avais choisi mon sujet, c'était l'éducation, parce que je me sentais plus à l'aise dans ce domaine-là. J'ai écouté celui qui a parlé sur Sri Aurobindo et le yoga intégral, c'était un Américain. Bien sûr, il avait visité Pondichéry, il avait visité l'ashram, Auroville et tout ça, et il avait un certain nombre d'idées. Alors, l'arrière-petite-fille de Gandhi, avec tout respect pour elle, mais bien sûr, au niveau du sang, bien sûr, elle était quelqu'un directement lié avec Gandhi. Mais j'étais un peu déçu dans le sens qu'elle avait des informations plus ou moins qu'on pourrait trouver dans tous ces livres de Gandhi ou des autres choses comme ça. Alors, ce soir, après avoir écouté, je me suis dit, un de ces jours, je vais me lancer, raconter l'histoire que j'ai vécue avec l'idée de Gandhi, ou peut-être sur Sri Aurobindo, sur la mer, sur le yoga intégral, sur l'Inde véritable, pas ce que les gens pensent de l'Inde comme ça. À tel degré, j'avais même eu l'enthousiasme en disant qu'il faut que je rééduque tout personnel qui vont partir à l'étranger comme des ambassadeurs et tout ça, parce que je me suis vu, tout le monde avait plutôt une sorte d'impact d'une éducation anglo-saxon, britannique ou d'éducation des Américains, mais ça manquait l'impact de l'Inde selon moi. Mais cette pensée était dans mon fort intérieur à l'époque. Alors pour continuer cette histoire de Gandhi et l'indépendance de l'Inde, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, quand la guerre était partout, et les Alliés commençaient à perdre d'une façon colossale. Que faire? Et l'armée indienne, qui était l'armée britannique, c'est-à-dire on était pleinement concernés parce que quand même il y avait des descriptions de telle ou telle personne qui est morte, qui était dans tel ou tel régime britannique. Mais Gandhi avait décidé à l'époque qu'il faut absolument que les Anglais nous donnent l'indépendance. Alors il a déclaré pour la date de 9 août 1942 avec en anglais « do or die » dans la langue indienne « karenge ya marenge », c'est-à-dire soit on va agir, on va faire quelque chose, soit on va mourir, mais on veut l'indépendance de l'Inde. Cette idée de Gandhi et cette idée de faire une certaine sorte de grève nationale pour tout le continent de l'Inde a été décidée et le gouvernement britannique était inquiet. Cette inquiétude était vraie parce que le 9 août, Gandhi a pris la parole à Bombay, un grand terrain vide qui s'appelle Gowalia Tank Ground. Aujourd'hui, ça s'appelle August Kranti Maidan, c'est-à-dire un terrain de mois d'août pour avoir l'indépendance de l'Inde. Et Gandhi avait demandé à tout le monde, mon père aussi, dans son petit village, il avait décidé, mais il avait décidé de faire une réunion de plusieurs personnes. Alors il est allé dans une petite ville à côté
et il devait faire un discours. Comment, pourquoi l'indépendance? L'idée de Tilak, Bal Gangadhar Tilak, un des maîtres de Gandhi pour l'indépendance de l'Inde, Tilak avait annoncé que Swaraj, c'est-à-dire l'indépendance, c'est mon droit absolu dès la naissance. Indépendance, c'est mon droit absolu. Alors c'était l'idée à annoncer à tout le monde. C'était vers la soirée, mon père devait monter sur l'estrade. La police vient lui dire « On va vous arrêter. » Ah bon, pourquoi? Ah parce que vous allez monter ici sur l'estrade, n'est-ce pas? Il a dit oui, oui. Et vous allez parler contre l'Empire britannique. Alors il a dit, c'est pas l'Empire britannique, je vais parler sur mon pays pour l'indépendance de l'Inde. Ah non, non, mais c'est interdit, vous savez ça. Alors mon père a dit, c'est pas vrai que c'est interdit dans mon propre pays, demander mon indépendance de mon propre pays. Je ne pense pas que ça soit interdit. Bon, allez, en prison. Et comme ça, les premiers 2 ou 3 jours de prison, puis il a été, comment dirais-je, devant un juge qui a posé la question. Alors, vous êtes quelqu'un qui a fait quelque chose contre l'Empire britannique, vous savez? Alors mon père, il a dit, non, j'ai rien fait. Ah, vous n'avez pas fait un grand discours contre l'Empire britannique? Mon père, il a dit, non, je n'ai même pas parlé d'un seul mot. Alors le juge était un peu choqué de cette idée-là, qu'il n'avait pas fait le speech contre. Alors comment le punir? Alors comment ça se fait que vous êtes en prison? Ah, c'est votre police qui vous m'a amené. Ah non, mais il devait avoir quelque chose. Alors quelqu'un qui souffle dans l'oreille du juge. Alors le juge lui demande, mais vous avez l'intention de parler contre l'Empire britannique, n'est-ce pas? Alors il dit, je ne sais pas si c'est l'Empire britannique, je voulais juste parler de mon propre pays qui est l'Inde, comme Son Excellence, monsieur, vous le juge, vous aussi vous êtes un Indien et notre indépendance pour notre propre pays, je ne pense pas que ça soit... Non, non, ça ne va pas. Vous êtes coupable. 6 mois de prison, mais comme vous n'aviez pas encore fait votre discours, c'est 6 mois simples, mais pas dans une prison ici, dans la prison principale d'Ahmedabad, où il y a une prison très ferme, très importante. Bon, il a été transféré là-bas à Ahmedabad. Mais comme c'était que 6 mois, alors tous les proches de Gandhi aussi étaient en prison. D'ailleurs, tout l'Inde était plus ou moins en prison. Et comme lui, il sortait dans 6 mois, il a reçu un petit mot de la part du premier secrétaire de Gandhi en disant que dans l'ashram de Gandhi, ashram signifie monastère, mais en réalité, tout le monde autour de Gandhi à Sabarmati, où Gandhi vivait, on appelait ça ashram, parce qu'il y avait un idéal. Gandhi voulait, cet idéal de l'Inde, c'est quelque chose de spirituel. Et c'est pourquoi toutes les personnes autour de Gandhi étaient dans une sorte de communauté, et cette communauté avait comme objectif l'indépendance de l'Inde. D'habitude, dans un ashram, l'idéal, c'est une certaine spiritualité. Mais ça marchait très bien, cette idée de cette communauté autour de Gandhi. Mais tout le monde, tous les hommes étaient, ou même la plupart des femmes aussi, étaient en prison. Et quand même, dans cet emplacement où le lieu principal de Gandhi, il y avait des grandes personnalités qui venaient du monde tout entier, il y avait des vaches, il faut s'occuper de cela, il y avait une petite école que Gandhi voulait commencer, c'est-à-dire
il n'y avait personne pour s'occuper de ça. Et on a demandé à mon père d'aller d'urgence là-bas et manager tout ça. Et mon père est allé là-bas en 1942, tout jeune. Il était né en 1917, vous pouvez imaginer, prendre responsabilité et prendre les décisions quasiment comme pour prendre des décisions comme Gandhi. Mais c'était passionnant, c'était intéressant. Et on lui a demandé d'abord de s'occuper des vaches et puis de l'éducation. Mais l'éducation des jeunes filles, plus ou moins des filles orphelines et des filles intouchables. Alors, bon, mon père a pris ça et en même temps il a décidé de développer, comme Gandhi lui a demandé, de développer un système pour l'Inde, un système d'éducation qui pourrait être valable dans une autarcie. C'est-à-dire on n'est pas dépendant des subventions du gouvernement britannique et on pourrait survivre. Et là, mon père a développé un petit système qu'il a appelé système de 3 H. Premier H pour head, vous dites l'éducation normale. Vous apprenez histoire, géographie et des langues, etc., mathématiques. Deuxième H pour le cœur, c'est-à-dire heart, et là, les activités créatrices, où les sentiments, les émotions pourraient prendre leur naissance. Et troisième H pour les mains, qu'on devait travailler pour les mains, avec les mains. Parce que Gandhi était très, très lié avec cette idée de se rouer, où on tourne comme ça, vous voyez, et on va filer du coton. Alors, filage du coton, selon Gandhi, c'était un symbole même de commencer à l'autarcie de l'Inde. Parce que l'Inde produisait beaucoup de coton et ce coton allait dans des usines à Manchester, en Angleterre, et puis après, les tissus revenaient en Inde. Mais Gandhi disait, si nous avons comme beaucoup de coton, et si on commençait à filer notre propre coton et on pourrait commencer à faire nous-mêmes nos propres vêtements, ça sera commencement d'une autarcie quelque part. Alors, presque tous les soldats de l'indépendance de l'Inde par la non-violence avaient plus ou moins le devoir de faire comment dire, ce coton tous les jours, jouer avec ce jouet, et puis, bien sûr, c'est une façon de faire travailler les mains. Mais mon père a développé le système d'éducation où, avec les mains, on pourrait faire le jardinage, le potager, même aller travailler dans les champs, y compris, comment dirais-je, s'occuper des vaches et tout ça, c'est-à-dire des sortes de travaux manuels, physiques, puis les activités intéressantes de création, et l'éducation proprement dit n'était que presque un tiers de temps, même pas une moitié de temps. 2 tiers de temps étaient pour les travaux, pour gagner sa vie, mais ça donnait une sacrée stabilité, disait mon père, aux élèves. Ça donnait quelque chose de magnifique. On arrivait à gagner sa vie grâce au travail, on arrivait à avoir l'épanouissement de l'être humain. Alors, petit à petit, c'est un système de l'éducation de 3 H où ça s'appelait Basic Education, ou l'éducation de base, ou l'éducation fondamentale selon Gandhi. Alors ce volet de l'éducation, ça m'a passionné. J'ai même expérimenté plus tard dans mes petites écoles, et au lieu de 2 heures ou 4 heures, on faisait un travail seulement pendant 20 minutes à une demi-heure. Par exemple, j'ai dirigé une école
dans le Gujarat dans les années 68 à 75. Et là, je sais que tous les matins, entre 7h30 jusqu'à 8h, on travaillait. Dans une petite demi-heure, le travail n'était que pour 20 minutes. Mais quand 200 élèves et le staff de cinquantaine de personnes, quand 250 personnes travaillent avec le balai, avec s'occuper du jardin, avec s'occuper de quelque chose, ce qui était tout propre, tout nickel. Et en même temps, l'idée de cette propreté, ça s'appelle en sanskrit swachhata, veut dire tout propre. Et Gandhi avait commencé ce qu'on appelle Swachhata Abhiyan, c'est-à-dire tout devrait être propre. Dans les temps modernes, depuis que plastique qui a presque envahi le monde, on est en train de souffrir de l'excès de plastique et jeter des plastiques comme ça. Et il y a actuellement même des mouvements, des associations, des fondations qui travaillent, qui disent « run for cleanliness », c'est-à-dire courir pour la propreté. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi aussi, il a annoncé qu'il faut que l'Inde soit tout propre, le plastique soit banni et tout ça. Mais ça, c'est une idée de longue date de Gandhi, de Swachhata Abhiyan, c'est-à-dire que tout soit propre. Alors, je me souviens d'une expérience fantastique. Un jour, Gandhi devait visiter une école que mon père était en train de travailler. C'est ce que mon père m'a raconté. Après, dans la visite, on va dans une classe et Gandhi demande pour un tabouret. Un vieil homme qui demande pour un tabouret, pourquoi faire? Bon, on a fait venir un petit tabouret. Gandhi a mis à côté d'une armoire en bois et avec l'aide de mon père, il est monté. Tout le monde était surpris. Qu'est-ce qu'il va faire? Gandhi a monté, il a tenu une porte de l'armoire et en haut de l'armoire, il a juste passé ses doigts comme ça. En principe, Gandhi avait pensé qu'il y aura la poussière et ses doigts seraient sales. Et quand il a vu que ses doigts étaient propres, il était surpris de joie. Il a presque dansé sur ce tabouret et il est descendu en disant « Voilà, ça c'est propre. Vous êtes sur le bon chemin. » Gandhi était quand même assez avare pour les compliments, il faut avouer. Et alors, il dit « Acha kam chal raha hai ». Bon travail est en progrès. Mais cette idée de bon travail est en progrès, c'est une sorte de joie, mais la propreté, c'est quelque chose que ça lui plaisait à Gandhi. Mais j'ai envie de vous parler aussi. Gandhi, on l'appelait Mahatma Gandhi. Mahatma, Maha veut dire grand, Atma veut dire âme. Comment il est devenu cette grande âme de l'Inde? Et chaque fois que je lis l'histoire de Gandhi, des fois je suis même en révolution que telle chose, Gandhi, je ne suis pas tellement d'accord, telle autre chose, c'est pas parfait. Et pourtant, on a vu en 1948, quand il est mort, tous les pays du monde, tous les chefs d'État de tous les pays du monde étaient tristes. Ils avaient ce respect. Finalement, cette grande âme de l'Inde. Et en lisant son autobiographie, c'est-à-dire en lisant Gandhi lui-même, sa simplicité, il a appelé son autobiographie My Experiments with Truth, mes expériences avec la vérité. C'est-à-dire Gandhi avait envie d'insister sur la vérité. Ça, c'était son désir le plus profond,
son aspiration la plus grandiose, qu'il faut qu'il soit attaché à la vérité. Et depuis l'enfance, alors, première expérience, quand il était tout petit, bon, bien sûr, vous connaissez maintenant le prénom de Gandhi, il s'appelait Mohandas. Mohan, c'est le nom de Krishna. Mais lui, il avait toutes sortes d'ambiguïtés vis-à-vis des religions, vis-à-vis des dieux. Et pourtant, chaque fois quand il faisait noir, il avait peur d'aller d'un endroit à l'autre. Et que faire, finalement? Comme il se cachait derrière sa mère a dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es un garçon, pourquoi tu as peur d'aller d'un endroit à l'autre comme ça? Alors, il était timide, il ne disait rien. Et puis sa mère, il a dit, écoute, Rama, c'est un dieu, c'est une incarnation. Tu n'as qu'à répéter à l'intérieur de toi, Ram, 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 Rama, Rama, et tu verras que tu vas avoir une certaine énergie. Et Gandhi, à l'âge de 5-6 ans ou 4 ans, je ne sais pas quel âge, il a fait ça et il a gagné le courage. Et il était tout content. Mais quand on observe la vie de Gandhi, ce Rama, ça a été accompagné tout le long de sa vie. Chaque fois quand il avait peur, chaque fois quand il avait quelque chose profond, intérieur, qui était dur, je pense qu'il faisait cette sorte de prière. Et à tel degré, en 1948, quand il a été assassiné, il a reçu 3 balles au plein milieu du cœur. Et il prononce He Ram, O Rama. Et il tombe. Mais il tombe pour aller rejoindre cette énergie de Rama. Et aujourd'hui, quand vous allez à Delhi, il y a l'endroit où le corps de Gandhi a été brûlé. On a fait un samadhi, veut dire une certaine sorte de monument. Et tout le monde va donner son obéissance. Même Narendra Modi, le Premier ministre, avant d'aller pour faire un speech du 15 août, il va d'abord aller saluer. Ou des grandes personnalités comme Nelson Mandela ou d'autres, chaque fois quand ils sont en Inde, c'est devenu une sorte de rituel pour aller vers cette sorte de tombeau de Gandhi, pour s'inspirer de cet enseignement de Gandhi de la non-violence. Mais Rama, He Ram, ça a été depuis l'enfance. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, comment, à partir d'un jeune garçon Mohan, il devient un Mahatma, veut dire une grande âme. Mohan, en grandissant, il était à peine 14-15 ans, on l'a marié. En mariage, comme lui-même il a discuté plus tard, child marriage, qu'en mariage des enfants. Ce que je ne savais pas, mais en faisant des études, je me suis rendu compte qu'il a été 3 fois fiancé, mais malheureusement, avant que le mariage pourrait avoir lieu, ça a été soit cassé, soit la jeune fille de l'époque était morte ou quelque chose. C'est seulement le 3e fiançailles qui a fait que Gandhi s'est marié. Et son épouse, Kasturba, était même âge ou même 1 an de plus que lui, qui avait plus de maturité physique, physiologique. Elle était déjà à l'âge de 16-17 ans, Gandhi était déjà père d'un enfant. Et lui, qui rêvait d'un côté de devenir quelque part un sadhu, qu'il avait une certaine recherche spirituelle,
mais en même temps la passion pour son épouse ou pour sa femme, ou simplement pour le désir de la femme, comme il disait, c'était incroyable dans ses attitudes. Et quand même, il dit que oui, je suis attiré vers cet instinct. Est-ce qu'il faut dire un instinct animal? Est-ce qu'il faut dire un instinct de cette passion pour la femme? Mais je n'arrive pas à me défaire. Et ça restait jusqu'à même plus tard dans sa vie, même quand il va en Angleterre, il est déjà père d'un enfant. Il laisse son épouse seule, il laisse sa mère, il laisse sa famille. Et le système de hors caste, ça a lieu. C'était comme Gandhi partait dans un pays étranger où les gens ont pensé qu'il va certainement toucher le vin et l'alcool, il va manger non végétarien et puis toutes sortes de choses. Alors, toute sa famille était mise hors caste, mais tout le monde était solidaire pour que Gandhi aille apprendre en Angleterre. Alors voilà, Gandhi, cette aspiration, cette sorte de vérité vis-à-vis de... Il avoue qu'il aimait sa femme. Il avouait aussi que pas seulement il aimait sa femme, mais c'était plus la passion, même de la sexualité qui mettait qu'il avait envie d'avoir sa femme à côté de lui. Et ça demande un courage de dire ça quelque part, et surtout quand on est une célébrité. Mais Gandhi, il a dit ça, et puis après, quand il a décidé d'aller en Angleterre, là aussi, ça, c'est l'acte de courage. Parce que aller en Angleterre, apprendre les lois, devenir un avocat, barrister, comme on disait, c'est-à-dire un grand avocat, et il a fait ses études. Je ne suis pas très logique, mais en même temps, j'ai envie de dire, parce que comme je vous parle en français, et c'est pour un public français que je parle, en 1890 ou 89, quelque part, Gandhi lit, quand il est en Angleterre, à Londres, et il lit qu'en France, il y aura la grande exposition. Cette exposition, et pour cette exposition de la grande révolution française, ils ont créé un monument qui s'appelle la Tour Eiffel. Alors Gandhi va décider d'aller à Paris. Et bon, bien sûr, il faut aller d'une façon économique. Alors il va manager un transport, venir jusqu'à Paris. Il va même trouver un endroit où il peut manger végétarien. Fin du 19e siècle, je me pose la question parce que même fin du 20e siècle, moi j'ai eu mal de trouver des choses végétariennes à Paris. Et il visite bien sûr la Tour Eiffel, il trouve bizarre, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une pièce d'art? Est-ce que c'est quelque chose? En même temps, tout le monde qui a été juste fini la construction de la Tour Eiffel, on disait non, non. Après la grande exposition, on va défaire ça. Mais quand même, il a été impressionné. Mais ce qu'il a aimé, il a visité Paris, il a dit à pied. Pas seulement à pied, mais ce qui lui a plu, c'est Notre-Dame et aussi plusieurs des églises dans la grande ville de Paris. Il disait qu'il était impressionné tant d'églises et que chaque fois qu'il entrait, il y avait très peu de monde à l'époque, je dirais aujourd'hui encore moins, mais qui sait. Mais lui, il a trouvé un certain silence, certaine sorte d'atmosphère, et surtout, il a trouvé aussi chaque fois, dans chaque église ou chaque cathédrale, Vierge Marie, ça l'a touché. Et il dit, quelque chose, ça m'a fait bouger. Et
il a dit qu'il est resté pendant une semaine à Paris et il a visité à pied et que simplement avec une carte, qu'on lui a donné la carte de cette exposition universelle, mais là il y avait aussi des endroits de visiter, tout ça, et il a trouvé que Paris était une belle ville. Voilà, anecdote. Mais quelque part, plus tard, on va dire que c'est un élément aussi qui va aider pour ce Mohan, qui est en train de devenir un avocat, va aussi devenir un homme avec une différente culture, et même la France a un petit rôle ou un grand rôle à jouer. Il était aussi en correspondance avec Tolstoï. Ça aussi, ça l'a aidé. La vérité des différentes religions, il a commencé à étudier et il a commencé à prendre le courage. Il y a une petite ou trois